Voilà, alors vous inquiétez pas parce qu'on est en fin de journée, 2 jours de forum. Alors j'ai eu la chance d'intervenir dans la toute première séance et la chance d'intervenir dans la toute dernière. Donc, mais quoi qu'il en soit, on va pas faire trop long. L'idée était vraiment aujourd'hui de conclure avec des revendications clairement politiques sur cette question de l'alcool. Alors on aurait aimé aborder plein d'autres choses évidemment sur l'alcool. Il y avait 1000 thématiques à aborder, vous l'avez bien senti dans le programme, mais je pense que ça faisait partie, ça a fait aussi la richesse de ce forum. Et sur l'alcool, on aurait pu évidemment tenir presque 2 jours entiers et avec 6 séances de front sur les questions d'alcool. Ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, on se concentre ici sur des revendications puis politiques qui vont du coup, je pense, être une bonne conclusion à l'intervention tant de Chloé que de Pierre. Alors, juste vous dire au nom de qui je parle ici aujourd'hui. Hier, c'était différent. Aujourd'hui, je vous parle au nom de ce consortium d'associations, d'institutions actives en prévention, en promotion de la santé, en éducation, en matière de jeunesse aussi en communauté française, à Bruxelles, en Wallonie. Donc vous voyez l'ensemble des partenaires qui sont là. Et ce groupe Jeunes, Alcool et Société, c'est peut-être le prémisse de ce que Pierre vient d'appeler de ses voeux, hein, c'est-à-dire un groupe de contre-lobby, moi je l'appelle comme ça. On essaye d'être un tout petit caillou dans l'immense chaussure des alcooliers. On l'a vu aussi, je ne sais plus, c'était hier je pense, l'intervention autour de Nina Hollande sur le lobby, les lobbies présents à Bruxelles et autour du rond-point Schuman avec les institutions européennes. Elles sont omniprésentes. Il y a environ 20 à 25 000 lobbyistes à Bruxelles, dont une part très significative du lobby alcool. On considère que c'est le 3e lobby en termes de pression, sans mauvais jeu de mots, à Bruxelles. Donc on peut quand même s'inquiéter et voir effectivement que c'est un peu David contre Goliath, mais sans la fin heureuse. Voilà, je viens de le dire. Alors pourquoi l'alcool, c'est notre drogue culturelle? Ben oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Univers Santé, on est situé à Louvain-la-Neuve. Qui connaît Louvain-la-Neuve ici? Bon, il y en a quelques-uns quand même. Qui a étudié à Louvain-la-Neuve? Qui a guindaillé à Louvain-la-Neuve? J'en fais partie aussi, hein, comme ça peut mettre les gens peut-être plus à l'aise. Alors pour vous donner une idée, de mon bureau, j'ai vu sur l'Agro, la Casa, je tourne la tête, j'ai la Maison des Sciences, hein, enfin bref, c'est des hauts lieux festifs louvanistes. Il faut régulièrement des bottes pour arriver à nos bureaux, hein, parce que les lendemains de fête sont un peu arrosés. Donc voilà, on est vraiment au balcon des comportements que vient d'évoquer Pierre. Et ça nous a poussé, nous, un petit rétroacte hein, quand même, on est en 2003, donc il y a une éternité maintenant. On a vraiment le sentiment, nous acteurs de la santé publique, mais qu'il y a on est en train d'assister à une modification de comportement de consommation et une modification des pratiques commerciales. C'est la fête de la musique à Louvain-la-Neuve. La grande place de Louvain-la-Neuve se transforme en grande place Smirnoff avec des grandes bouteilles gonflées, des hôtesses qui font une distribution gratuite de vodka. Et on se dit, mais tiens, que se passe-t-il? Est-ce que c'est une vision de l'esprit, hein? Est-ce que c'est notre prisme d'adulte qui se modifie avec le temps et notre niveau de tolérance qui baisse jour après jour envers la jeunesse, envers les comportements excessifs hein, qu'on a nous-mêmes probablement pratiqués et qu'on pratique peut-être encore de temps en temps, ou est-ce que c'est un vrai phénomène de société? Est-ce qu'il y a une vraie modification sur le terrain? Et on a objectivé cela et on a donc lancé ce groupe porteur et on a mis sur pied un premier grand colloque forum à l'époque, en 2004, sur la question de l'alcool. Et en fait, la première chose qu'on s'est dite, c'est en fait, personne ne s'intéressait vraiment à cette question de l'alcool. L'alcool, c'est notre drogue culturelle, tout le monde en consomme, ou presque, on le trouve partout, tout le temps, à toutes les heures du jour et de la nuit. Mais en fait, on s'y intéressait assez peu à l'époque. On parlait beaucoup de cannabis, on parlait beaucoup de drogues illicites, en gros, et puis on avait oublié que l'alcool est évidemment de loin le psychotrope le plus consommé par tout le monde, et par les jeunes et par les moins jeunes. Donc, ça nous semblait important d'aborder cette question-là.
Et puis ce groupe donc, a développé deux grands volets d'objectifs, je dirais. D'abord d'agir sur les contextes de consommation, et donc là c'est vraiment un travail d'interpellation publique, politique, donc d'être ce groupe de contre-lobby, de faire remonter les préoccupations des jeunes vers d'autres acteurs. C'est vrai que une des problématiques majeures qu'on observe, et c'est pour ça que c'était précieux d'avoir Médor aussi aujourd'hui avec nous, c'est qu'on a régulièrement une vision un peu caricaturale de la question. C'est soit bien, soit mal, et alors en matière d'addiction de manière générale, mais en matière d'alcool de manière spécifique aussi. J'aime bien citer cet exemple, mais je trouve qu'il illustre bien cela. Il y a quelques années maintenant, JT de RTL qui commence un reportage sur les jeunes et l'alcool, et 5 minutes, alors dans un JT c'est long, 5 minutes, et à la fin de ce reportage, on a vraiment l'impression qu'on a une génération entière qui est foutue. Il n'y en a pas un qui va s'en sortir, ils vont tous devenir alcoolos, pour reprendre les termes que je dénonçais hier dans mon intervention de la matinée, pour ceux qui étaient là. Bref, on a vraiment l'impression qu'on a une génération entière qui est foutue. Dans le même JT, 5 minutes plus tard, reportage sur la brasserie machin truc au fin fond de la Wallonie, et on voit des adultes qui trinquent et qui montrent combien ils sont fiers de leurs produits du terroir et de leur savoir-faire qui se déguste avec sagesse, j'y reviendrai. Enfin bref, donc vous voyez qu'on a quand même une vision parfois extrêmement caricaturale de la question, et pour le dire clairement, je me mets à la place d'un ado de 15-16 ans, il voit ça, il se dit clairement, on se fout un peu de ma gueule, pour le dire clairement. Donc, il faut apporter de la nuance, de la complexité sur les thématiques de l'addiction, de manière générale, mais sur la thématique de l'alcool aussi de manière spécifique. Donc, aborder la complexité de la thématique, informer, outiller les adultes relais, donc ça c'est un travail de deuxième ligne, disons, et faire remonter les préoccupations des jeunes. Les jeunes ont des choses à dire là-dessus, et il faut quelque part renvoyer ce discours-là aussi vers les adultes que nous sommes, et y compris ceux qui nous dirigent. Alors je vais évoquer 9 revendications que nous avons et qui fait consensus au sein du groupe, et c'est vraiment des réflexions que nous avons de manière très régulière, et on porte ces revendications à un niveau plus politique. On est en pleine période post-électorale et préélectorale, parce qu'il y a eu les communales il y a quelques jours, on a des élections législatives au mois de mai, et donc c'est important pour nous de relier une nouvelle fois ces revendications au niveau politique. Pour ceux qui ont assisté à l'intervention de Nina Hollande, je la cite une deuxième fois, mais hier, elle évoquait notamment ce travail fait par les lobbies au niveau européen, et notamment la question de l'étiquetage. Et c'est vrai que c'est le seul produit que l'on ingère pour lequel nous n'avons absolument aucune information nutritionnelle. Je ne sais pas si ça vous a déjà marqué cela, mais sur les bouteilles d'alcool, les packs de bière et ainsi de suite, vous n'avez aucune information nutritionnelle. Et ça, c'est une victoire, entre guillemets, du lobby de l'alcool qui a empêché effectivement d'avoir cette information. Or, l'information du consommateur, c'est quand même quelque chose qui nous touche en général, et donc je pense que c'est un pan sur lequel on doit absolument travailler. Pourquoi cette spécificité ? Eh bien, évidemment, on sait bien pourquoi, mais enfin, c'est quand même interpellant. La deuxième, rendre l'eau gratuite dans l'Horeca, hôtel, restaurant, café, nous semble là aussi essentiel, et en termes de réduction des risques. Alors, on agit, nous, beaucoup en prévention, sensibilisation, réduction des risques sur le terrain. On peut vous dire maintenant que, clairement, c'est une des mesures les plus efficaces sur le terrain pour diminuer les risques liés aux surconsommations, et notamment au binge drinking que vient d'évoquer Pierre. On sait que remettre de l'eau dans le circuit, c'est essentiel pour diminuer les comportements à risque. Alors, ça n'empêche pas l'impact sur le cerveau qu'a évoqué Pierre, mais en revanche, ça permet quelque part d'adopter des comportements, d'abord des pics un peu moins importants en termes de consommation d'alcool. On réhydrate, l'alcool déshydrate, et donc c'est un cercle vicieux. Évidemment, on se déshydrate, on a une masse volumique diminuée, donc on a une augmentation de la concentration en alcool, et ainsi de suite. Donc, bref, je ne vais pas vous faire le fil, mais donc rendre l'eau gratuite dans l'Horeca, ça nous semble vraiment essentiel. Ça commence à venir, on voit par exemple dans les festivals, ça se généralise maintenant. L'eau est gratuite dans toute une série de festivals, et on voit bien que ça a un impact tout à fait positif sur les comportements à risque, sur les phénomènes de violence, sur les comas éthyliques, etc., etc. Supprimer la pub, c'est évidemment la mesure phare. Alors, Pierre en a parlé.
C'est un dossier extrêmement sensible, vous vous doutez bien, dès qu'on évoque cela, on est des ayatollahs de la prohibition de la publicité cette fois, hein, pas de la prohibition du produit, mais de la pub, hein, donc on empêche évidemment le petit commerce de fonctionner. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, en Belgique, il n'y a pas de débat sur cette question de la publicité. On veut qu'il y ait à tout le moins le débat, qu'on puisse enfin en parler. Alors j'ai assisté, j'ai même été sollicité à une commission parlementaire il y a au moins 6 ans, je pense, sur cette question. Et c'est tout. C'est tout. Sinon, ce débat n'a pas lieu d'être. Alors je suis ravi, je vais quand même nuancer ce que je viens de dire, je suis ravi quand même que le Conseil supérieur de la santé qui vient de se prononcer sur les nouvelles normes, parce que tu as évoqué les normes OMS, elles ont malheureusement pour les consommateurs modérés que nous sommes, on a encore abaissé le seuil, hein, donc on ne peut plus boire maintenant que 10 unités d'alcool par semaine, je vous l'annonce, à répartir sur plusieurs jours, hein, et avec plusieurs jours d'abstinence, comme ça vous avez l'info complète. Mais quoi qu'il en soit, le Conseil supérieur s'est prononcé récemment et a acté aussi, y compris parce que vous savez que c'est un travail qui se fait sur base de données scientifiques, a acté le fait que la suppression de la publicité était une mesure à prendre et de manière relativement urgente pour vraiment mieux maîtriser ces problématiques de surconsommation d'alcool dans les populations. Donc c'est une mesure forte et vraiment je vous invite à porter d'ailleurs l'ensemble des mesures que je vais vous présenter ici. Vous pouvez les soutenir à titre institutionnel ou à titre particulier. On entend régulièrement dire que la publicité ne nous influence pas. Si je vous dis on se lève tous pour, voilà, merci. Si je vous dis que vous le valez bien, je pense que vous savez de quoi je parle aussi. Enfin bref, la pub nous influence et très concrètement, en matière d'alcool, pourquoi ai-je le réflexe ou l'envie d'ouvrir une bière devant un match de foot et pas devant un match de tennis? C'est un exemple que je prends souvent, mais réfléchissez-y. C'est la même activité, hein. Je suis dans mon canapé, j'ai ma télécommande en main. Pourquoi est-ce que dans un cas, j'ai envie d'une bière et pas dans l'autre? Donc franchement, interrogez-vous. Ça modifie clairement nos représentations. La publicité agit directement sur nos comportements. Hein, on se dit toujours, oui, non, mais moi la pub, ça ne me touche pas. Si, la pub modifie profondément nos représentations. Donc si on veut que les gens puissent faire des choix éclairés, libres, en matière de consommation, parce que c'est bien ça l'idée. Nous, on ne veut pas supprimer les drogues et l'alcool, c'est évidemment pas notre intention. C'est une utopie d'ailleurs auquel je ne sais pas si on a vraiment envie d'adhérer, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas notre intention. En revanche, si on veut faire un choix libre et éclairé, il doit quelque part être, là aussi, ne pas être influencé par la publicité qui, comme je viens de vous le démontrer une nouvelle fois, influence nos représentations fortement. On veut aussi découpler la publicité alcool des espaces de campagne de prévention sur les médias publics. Donc vous savez que c'est un mécanisme qui existe en Belgique francophone. Lorsqu'il y a une publicité alcool ou médicaments d'ailleurs sur les médias publics, donc en gros la RTB, hein, ça se limite à la RTBF, eh bien vous avez une forme de compensation par l'ouverture d'espaces de prévention sur les médias publics toujours, à destination donc des campagnes de prévention, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être des campagnes de prévention alcool, mais ça peut être aussi, vous savez, ces campagnes qu'on a vues encore récemment sur la prévention du cancer, la détection, le dépistage du cancer du sein ou du côlon. Enfin bref, ces campagnes, ces espaces de prévention, en fait, sont directement liés au volume de publicité alcool et médicaments que vous avez sur ces mêmes médias. Donc c'est quand même un rapport un peu pervers. Hein. Donc en gros, c'est le principe pollueur-payeur. On peut quand même interroger ce rapport-là, parce que donc en gros, plus il y a de la pub, plus on peut faire de la prévention. Oui, ben c'est quand même un peu étonnant. Créer un conseil fédéral de la publicité, c'est un marché qui est en pleine mutation. Vous savez qu'avec nos téléphones, maintenant, on est à l'aube de pratiques commerciales encore beaucoup plus insidieuses, plus agressives, beaucoup plus ciblées en fonction des informations que vous laissez sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous avez maintenant de la publicité de plus en plus fine, de plus en plus ciblée. Je pense qu'il est temps d'avoir un vrai organe public de régulation de l'ensemble des marchés publicitaires. Là, je ne parle pas que de l'alcool. C'est vraiment l'idée d'avoir un conseil fédéral, officiel, public, de contrôle de l'éthique publicitaire et des pratiques publicitaires, et qui aurait, à mon sens, 3 missions principales. Une mission d'observation, donc que se passe-t-il réellement sur le terrain,
une mission de sanction, donc avec un vrai pouvoir contraignant, et une mission d'éducation, parce que l'éducation aux médias, l'éducation à l'analyse critique de la publicité, c'est aussi développer des compétences, disons, on va dire, relationnelles, sociales, fortes chez les plus jeunes, qui leur permettront d'avoir développé leur esprit critique, et ça, ce sont des facteurs protecteurs à des consommations problématiques. Donc, créer un conseil fédéral de publicité, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus, mais c'est un élément important. Martin, il te resterait 2-3 minutes aussi. Eh bien, j'arrive au bout. Renforcer structurellement l'éducation, la prévention, la réduction des risques, bah, ça semble évident, quoi, hein. On sait bien que ces mesures-là sont assez peu soutenues, en particulier en Belgique. Une idée, lorsque 1 euro est investi en prévention, on a 105 euros investis dans les politiques répressives et 190 euros en publicité. Voilà, je ne veux pas en dire plus, je pense que ça parle d'elle-même. Clarifier, simplifier la loi. Aujourd'hui, la loi, il dit que, en fait, il est interdit de vendre, servir ou offrir des boissons alcoolisées à un mineur de moins de 16 ans et qu'il est interdit de vendre, servir ou offrir des boissons spiritueuses à un mineur de moins de 18 ans. Alors, boissons spiritueuses. Si je vous dis vodka, gin, whisky, je pense qu'on est d'accord. Si je vous dis, je sais pas moi, martini, c'est 16 ans, c'est 18 ans, je sais pas, si je vous dis briseur, métranque, s'il y a du luxo dans la salle, enfin bref, je ne vais pas commencer à faire la liste, mais il est extrêmement difficile d'avoir une classification précise des boissons en fonction d'un mode de fabrication, parce que c'est ça dont il s'agit, quoi. Les unes sont distillées, les autres sont fermentées. Et puis, vous savez, moi je m'appelle Martin de Duve, j'aime donc la Duvel, c'est évident, c'est une bière qui titre 9 degrés, qui est une bière assez forte. Et bien, la bière, la Duvel à 9 degrés, 33 centilitres, donc 2,5 unités d'alcool, hein, si on traduit dans les unités que Pierre a évoquées, eh bien c'est autorisé à 16 ans, alors qu'un Bacardi Briseur orange, qui est fait donc à partir de rhum, mais qui titre 5 degrés, lui est interdit aux moins de 18 ans. Donc il n'y a pas vraiment de logique de santé publique. Je vous avais dit hier, dans ceux qui étaient là hier matin, que un prisme de lecture de santé publique nous est vraiment utile et pertinent. Bien, je pense que sur ces questions-là aussi. Donc clarifier, simplifier cette législation que personne ne comprend. Feu le CRIOC, pour ceux qui connaissent cet organisme de protection des consommateurs, qui est malheureusement fermé, avait analysé à l'époque, il y a quelques années, que 92% des commerces ne respectaient pas la législation. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai problème d'application de cette législation sur le terrain. Dépénaliser l'apprentissage parental, et ça, Chloé l'a évoqué aussi tout à l'heure, il est vrai que, comme il est interdit de vendre, servir ou offrir une boisson alcoolisée à un mineur de moins de 16 ans, mais ça veut dire que théoriquement, les parents peuvent être sanctionnés si jamais, à 15 ans, leur ado témoigne tout d'un coup un intérêt important pour l'alcool. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut-on faire en tant que parent? Est-ce qu'on peut accompagner cette envie, ce souhait de découvrir le produit alcoolisé? Ou non, on lui dit, bah non, je suis désolé, je ne peux absolument pas rien te servir, donc ok, que va faire l'ado de 15 ans? Il va sortir de la maison et il va aller évidemment picoler avec ses copains ailleurs. Donc je pense que l'apprentissage du bien boire se passe généralement en famille. L'apprentissage anarchique entre jeunes, en général, il est moins porteur de bien boire que l'apprentissage familial. Donc sortons un peu les parents de cette législation, ils n'ont rien à y faire. Et puis, je vous avais dit, notre savoir se déguste avec sagesse, c'est la mention sanitaire, alors je sais qu'il y a des Français dans la salle, c'est la mention sanitaire obligatoire sur les publicités alcool en Belgique. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ça sonne quand même assez doux à nos oreilles, tout ça. C'est évidemment le secteur alcool qui s'est arrangé pour qu'on ait ça sur nos bouteilles et sur nos publicités, plutôt que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est quand même une information un peu plus objective et claire en matière de santé publique, quoi. Donc notre savoir-faire se déguste avec sagesse, voilà, c'est de la pub, quoi. Voilà, donc je vous invite à soutenir nos revendications. Vous pouvez le faire à titre individuel ou à titre institutionnel. C'est sur notre site jeuneetalcool.be. Moi aussi je fais un peu de pub, mais bon, c'est pour l'intérêt collectif et pas l'intérêt particulier. Donc merci beaucoup. Je sais qu'il est tard, que nous commençons tous à fatiguer, mais voilà, encore peut-être quelques instants pour des questions, mais merci beaucoup. Questions. Merci. On a quelques minutes pour éventuellement l'une ou l'autre question dans la salle. On voit vraiment que c'est la fin de journée, là. Aucune question. C'est que c'était clair et limpide, en fait. Oui. Le micro, est-ce que la micro... Oui, il y a quelqu'un qui...
Je suis tout à fait d'accord avec la proposition du professeur de Duve de supprimer la publicité pour l'alcool, mais je me permets de faire observer que si on fait une loi belge sur la question, il sera pratiquement impossible de la faire totalement respecter pour deux raisons. La première, c'est que sur Internet, nous recevons contre notre gré des bandeaux publicitaires non sollicités et nous ne contrôlons pas l'origine de ces bandeaux publicitaires. Et donc, je ne vois pas comment nous allons pouvoir faire respecter ça. Deuxièmement, vous avez parlé très justement de la publicité pour de la bière sur les terrains de football. Mais je ne sais pas si vous savez que techniquement, à la télévision, il est possible, dans les cabines de retransmission, de modifier la publicité qui se trouve autour des terrains. Et si, par exemple, vous transmettez un match en Belgique et en France, vous pouvez, sur les écrans belges, avoir une publicité pour Duvel, puisque vous appréciez Duvel, et vous avez en France Cronenbourg. Et donc, il y a là, je pense, une difficulté d'ordre technique. Mais cela étant posé, je vais aller sur Jeunes et Alcool et soutenir votre action. Merci. Je plains les Français parce que la Duvel est quand même nettement meilleure que la Cronenbourg, mais bon, ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, pour répondre rapidement, pour répondre très rapidement, je ne partage pas tout à fait votre analyse. Je pense qu'un cadre légal permet à un moment donné aussi d'interpeller d'autres responsables. Je pense notamment aux diffuseurs et plutôt ceux qui fournissent les accès à Internet peuvent là aussi développer des supports techniques qui empêchent quelque part des publicités qui viennent de l'étranger d'apparaître sur le réseau belge. C'est possible, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous voulez revoir du contenu qui est passé sur France Télévisions, par exemple, lorsque vous êtes en Belgique, on vous dit « Désolé, vous n'avez pas accès à ce contenu parce que vous êtes en dehors de la zone géographique ». Donc ça veut dire que techniquement, en fait, on peut le faire. Donc, à partir du moment où il y a un cadre légal, on est en mesure de pouvoir mettre en place des restrictions, y compris sur la publicité. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment, il est temps d'agir sur cette question-là. Encore une question? Oui, donc simplement, donc vous travaillez sur site universitaire, bon ici c'est le site de l'UCL. Je voulais savoir comment, simplement à titre d'information, comment les autorités universitaires gèrent cette problématique. Hein. Donc, moi j'étais étudiant, il y avait le roi des bleus, et le roi des bleus ça se passait dans chaque cercle, c'était une espèce de prime donnée à celui qui buvait le plus à ce moment-là. Je ne sais pas si ça existe toujours, en tout cas c'était très à la mode dans les années à l'époque. Il y a les baptêmes, il y a effectivement plein de choses. Et donc effectivement, vous dites, la question c'est pas de tout mettre sur le dos de comment on gère une université par rapport à ça, mais simplement à titre d'information, savoir comment les autorités universitaires gèrent, alors à l'UCL, à l'ULG, enfin n'importe où, mais voilà, simplement voir votre info par rapport à ça. Alors c'est une excellente question et qui est tout à fait d'actualité. L'UCL a fait le choix d'ouvrir les yeux sur la question de l'alcool. Alors peut-être à force d'avoir évidemment quelque part une stigmatisation, disons-le clairement, des campus universitaires et en particulier celui de l'UCL. L'UCL s'est dit bon, on va prendre le problème à bras-le-corps et la première manière qu'elle a eu de le faire, et avec une impulsion qui vient d'Univers Santé, l'ASBL que je dirige, mais aussi du service d'aide aux étudiants, de titiller les autorités académiques pour déjà commencer à monitorer les questions de santé et y compris les questions de consommation d'alcool. Donc on a commencé à mesurer les consommations d'alcool depuis 2010, on l'a réitéré en 2015, on le refera en 2020. L'idée c'est d'avoir des études transversales qui nous permettent de voir quels sont les comportements de consommation et comment évoluent-ils, sous quelle forme. Ça c'est la première chose, comme ça on objective un peu les comportements. Deuxièmement, suite à cette première enquête, il y a tout un travail, et surtout à la deuxième en 2015, tout un travail qui a été fait en concertation avec les académiques, avec les autorités académiques, avec les services étudiants et bref les services de manière générale proches de l'université qui traitent les questions de santé. Pardon ? Et les étudiants eux-mêmes. Et les étudiants eux-mêmes, effectivement, à l'élaboration d'un plan alcool pour l'université. Ça a donné lieu en fait à 5 grandes catégories d'objectifs.
5 grands axes plutôt, une trentaine d'objectifs et 194 actions qui sont donc planifiées maintenant pour les années à venir. Alors il y en a toute une série qui ont déjà été réalisées, d'autres qui doivent encore l'être, d'autres qui tombent à l'eau, sans mauvais jeu de mots de nouveau, mais parce que il n'y a plus d'adhésion au niveau étudiant. C'est très important qu'il y ait de l'adhésion aussi dans le public auquel on s'adresse. Donc il y a tout un plan qui se met en place, il y a des mesures structurelles, il y a des mesures éducatives, des mesures restrictives, donc les mesures sont vraiment multiples, mais toujours négociées avec le public étudiant, avec le monde étudiant. Moi je peux juste vous dire que ça fait quand même plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aborder les questions d'alcool avec les étudiants que ça n'était il y a 10 ans. Voilà. Ça montre qu'il y a... Alors c'est un travail qui est de longue haleine, en plus les générations d'étudiants passent vite, donc avant de vraiment modifier quelque part leur rapport et la capacité d'agir ou de questionner les comportements, ça prend du temps. Or, les générations d'étudiants passent vite, donc c'est un travail de longue haleine, mais on voit bien qu'avec le temps, il devient de plus en plus aisé, entre guillemets, de travailler ces questions-là, principalement en réduction des risques, mais pas que. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc il y a une vraie volonté d'agir sans non plus contraindre, c'est-à-dire que ce sont des adultes majeurs et vaccinés aussi, donc c'est toujours un travail d'équilibriste. Quand on doit travailler la prévention, c'est un vrai travail d'équilibriste. Je complète par le roi des bleus se fait toujours, mais à la NA maintenant, à la non-alcoolisée. Le roi des bleus, oui, c'est obligatoire. Une dernière, peut-être vraiment une dernière question, oui. Oui, moi je me demandais ce que vous pensiez d'une initiative comme Tournée Minérale, qui se fait chaque année, donc qui propose de ne pas boire pendant un mois. J'ai aussi l'impression que c'est une initiative qui a quand même au moins eu l'intérêt d'ouvrir le débat sur la question de la consommation dans la population. Tout à fait. Et donc, je répète, nous ne sommes pas des prohibitionnistes, vraiment. En revanche, interroger à un moment donné le comportement et se donner le temps de prendre un peu de recul par rapport à ces comportements, je pense que ça peut être nécessaire et utile. Et Tournée Minérale, clairement, d'abord c'est sur base tout à fait volontaire, donc chacun fait ce qu'il veut, et ça permet au moins de mettre la question en débat. Tiens, et de vérifier avec soi-même la relation à l'alcool. Tiens, est-ce que c'est quelque chose que je peux envisager, oui ou non? Déjà rien que se poser la question, c'est déjà intéressant. Et puis de se tester. Alors j'ai tenu 2 jours, j'ai tenu 5 jours, j'ai tenu 1 mois, j'ai tenu même 1 mois et demi, j'étais encore plus loin que ce qu'on m'a demandé. Enfin bref, c'est en tout cas l'occasion de se poser la question. On sait bien que la capacité à s'abstenir, c'est quelque part une des définitions de base de ce que peut être l'addiction. Donc je trouve que c'est une campagne intéressante, pour autant qu'on ne l'impose pas à qui que ce soit. Voilà. Mais ça a le mérite de mettre cette question-là en débat, oui. Voilà, je propose qu'on termine ici. L'idée était effectivement par cette séance de montrer l'influence du contexte et de l'environnement sur nos consommations. Donc les différents orateurs ont permis de montrer, de pointer différents éléments en lien avec le contexte. On ne peut donc pas évincer l'idée d'une responsabilité sociétale quand on parle de consommation d'alcool, pour que chacun puisse effectivement faire ses choix en matière de consommation de manière libre et éclairée. Je termine par le lien avec le paradigme. Ce n'est pas parce que le produit alcool fait partie de notre culture que notre culture et notre vision par rapport à ce produit ne peuvent pas évoluer. Merci à tous et bonne soirée, qu'elle se passe au cinéma, match de foot ou à un souper arrosé ou pas. Au revoir.